au long cours de malades chroniques, qui sont parfois hospitalisés, mais parfois n'ont pas été du tout hospitalisés. Mais, Monsieur Bapt, comment se fait-il que Gérald, qui est toujours en ligne, là, médecin, dans l'Eure-et-Loire, et vous ayez sur le même texte une lecture complètement contradictoire? C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous n'avez pas lu le même texte. Oui, parce que peut-être que dans les premières formulations, il y a eu quelques écritures qui ont été interprétées de manière agressive. J'étais à un congrès d'un syndicat de médecins, je crois d'ailleurs que ce président devait y être aussi à Lille récemment, et j'ai beaucoup expliqué, y compris Marie-Sol Touraine a répondu en disant bien que, notamment en ce qui concerne l'organisation du parcours de soins et de ce que la loi appelle le service territorial de santé au public, ce sont avant tout les initiatives du terrain, des acteurs eux-mêmes, qui seront ensuite, pour l'animation uniquement, relayés par l'administration, les ARS. Question justement sur l'administration. Moi, je peux comprendre un certain nombre de choses. Vous pouvez me dire, après tout, bon, c'est l'argent public, hein, l'argent de la santé, c'est les cotisations des personnes physiques ou des personnes morales, les entreprises, les ménages, tout le monde paye. Et donc c'est de l'argent public et il n'y a pas de liberté du marché possible. Je peux entendre ce discours, mais je pense qu'il faudrait l'assumer, parce que c'est un peu ce qui anime la ministre, malgré tout. La prise de pouvoir des ARS, les agences régionales de santé, c'est une espèce de carte médicale comme il y avait une carte judiciaire en France, non? Une carte sanitaire. Oui, une carte sanitaire, absolument. Vous êtes d'accord, M. Bapt? Oui, mais vous savez, nous ne sommes pas aux États-Unis et nous voyons la désorganisation du système de santé américain face à la question de Ebola. Nous sommes dans un pays où c'est le pouvoir politique qui a la tâche régalienne de protection de la santé publique et d'organisation du système de santé. Cela simplement, il faut le faire avec les caractéristiques propres de... En France, c'est un peu dérogatoire par rapport aux pays européens qui nous entourent, traditionnellement ancrés dans une conception de la médecine libérale qui veut conserver son indépendance, son colloque singulier, mais qui doit aussi réfléchir en termes d'efficience. Elle commence à le faire d'ailleurs elle-même. La preuve, c'est que le syndicat des généralistes aujourd'hui de la CSMF, laquelle appartient, je pense, Gérald, oui, absolument. il est présidé aujourd'hui par un médecin généraliste qui exerce dans un groupe de généralistes et d'autres professions de santé. Hein, mais donc ça ne peut pas être... Gérard Bapt, je veux remercier d'abord Gérald. Merci Gérald de nous avoir appelé. C'est vous qui avez pris l'initiative de nous appeler. Oui, j'ai voulu lancer le débat. Vous avez très bien fait. Bon, on va le poursuivre le débat et accueillir Frédéric Bizard. Bonjour Frédéric Bizard. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes économiste de la santé. Bon, je voudrais là aussi que vous repreniez un petit peu le débat avec Gérard Bapt. L'argument de Gérard Bapt, moi je suis évidemment contre la suradministration. Je pense que la complexité c'est mauvais, qu'on est au contraire dans un domaine qui a besoin d'initiative. Mais franchement, je peux entendre aussi l'argument qui consiste à dire que l'argent public ne peut pas être utilisé n'importe comment. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric? Le projet de loi de santé dont on parle là, il est d'abord en continuité avec les politiques de santé qui ont été menées précédemment. Si on regarde la loi hôpital santé territoire, c'est elle qui a commencé à institutionnaliser une gouvernance étatique par la création de ces agences régionales de santé. Et ce projet de loi, finalement, transfère de plus en plus de pouvoir à ces agences régionales de santé. Ensuite, il y a des marqueurs politiques dans ce projet de loi qui me paraissent être des erreurs par définition. Mais ce sont des marqueurs politiques, la ministre l'a présenté comme tel. Elle dit j'ai fait des choix, oui elle le dit. J'ai fait des choix. Donc, mais maintenant, alors est-ce que sur un plan politique, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des bons choix? Ça dépend comment est-ce qu'on regarde, mais sur un plan de politique de santé, par contre ce sont des mauvais choix. Le tiers payant généralisé est une erreur parce qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients
davantage, c'est une mesure qui est fondamentalement inflationniste. Ça fait 30 ans. Inflationniste, bien sûr. Et donc, d'abord, il y a des coûts de mise en place et de gestion qui sont extrêmement importants, et ça serait bien d'ailleurs que le ministère les évalue. On sait que c'est 2 à 3 euros par acte, hein, la gestion du tiers payant généralisé. Ouais. Qui va payer ça? Est-ce que c'est aujourd'hui véritablement nécessaire de le faire? On sait que c'est une déresponsabilisation des patients pour les soins courants. Autant vous ne pouvez pas responsabiliser financièrement les patients pour des soins lourds. Autant pour les soins courants, évidemment, si on a instauré les tickets modérateurs dans le système français, même si le système a été dévoyé parce qu'on a fait prendre en charge ces tickets modérateurs par les assureurs privés, ce qui était une erreur. Mais évidemment que le consommateur de soins, l'usager, doit avoir un certain contrôle par une participation financière qui doit s'arrêter là où commence le risque de renoncement aux soins. Frédéric, on va demander, je voudrais vraiment avoir l'avis de Gérard Bapt là-dessus, parce que Gérard Bapt, c'est pas un socialiste... comment dire, agressif d'une part, mais je pense que c'est un homme pragmatique. Monsieur Bapt, c'est quelque chose qu'on constate, c'est ni de droite ni de gauche. Quand les choses sont gratuites, on a tendance à en abuser. Est-ce que cette idée de tiers payant en quelques minutes, vous allez avoir le temps de vous exprimer sur le sujet, c'est pas une mauvaise idée quand on cherche à boucher le trou de la sécurité sociale? Écoutez, il y a de nombreux pays où le tiers payant est généralisé et où ça ne pose pas de problème. Alors bien sûr, ce sont souvent des systèmes d'offres de soins qui sont différents, et notamment des groupes de médecins qui sont des salariés et des cabinets, comme dans les pays nordiques, où avant d'accéder au médecin, on voit d'abord une infirmière clinicienne et dans un cas sur 2 ou un cas sur 3, on va plus loin jusqu'au médecin. Donc les systèmes sont totalement différents. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de renoncements aux soins. Alors certes, c'est surtout pour des problèmes dentaires ou pour des problèmes d'acoustique, ou pour des problèmes d'optique. Et pour les lunettes, bien sûr. Mais ce qui est quand même un phénomène aujourd'hui, c'est qu'on constate un certain renoncement aussi à la complémentaire santé. C'est un phénomène inquiétant qui se passe en ce moment. Le tiers payant généralisé, je comprends que ça bouscule beaucoup dans un contexte où, notamment en médecine générale, il y a un grand malaise. Ben oui, on ne peut pas demander d'une part de faire des économies, d'autre part d'ouvrir les vannes de la consommation. Bon, restez avec nous, Gérard Bapt. Frédéric Bizard aussi, on accueillera tout à l'heure le docteur Luc Duquesnel. Mais tout de suite, je voudrais qu'on fasse un petit point d'étape avec toi, Camille. Oui. Alors, le brunémétrie du jour, c'est je soutiens l'appel à la grève des médecins qui craignent la suradministration de la santé en France. Et alors, pour l'instant, c'est assez serré, Pascal, puisque vous êtes 53% à soutenir ces médecins, ou en tout cas à soutenir l'appel à la grève des médecins qui en ont marre de la suradministration de la santé en France. Alors voilà, vous avez jusqu'à 14 h pour voter. Allez-y, faites-vous vraiment l'avis. Carrément d'accord ou carrément pas d'accord avec Pascal, vous votez aussi par SMS au 6 10 71. Bon, moi je comprends que ce soit serré parce que c'est un problème sérieux, la santé. Il y a en France une partie de l'opinion qui considère que c'est un domaine public, que l'État doit regarder de plus près. Et donc on aura vraiment à convaincre les uns et les autres. Là, on a beaucoup d'arguments à échanger. Les deux systèmes sont bons, mais je crois qu'il y a vraiment des erreurs à ne plus commettre. Voilà, j'attends votre avis. Nous sommes dans Carrément Brunet. RMC, Carrément Brunet. RMC jusqu'à 14 h pour ou contre Péry. On est parti. Pascal Péry dans Carrément Brunet sur RMC. Pascal Péry qui soutient l'appel à la grève des médecins, marre de la suradministration. Alors entre-temps, j'ai reçu un message sur Twitter, on m'a relayé un petit coup de gueule. C'est un garçon qui s'appelle Christophe Serrouti qui a écrit un édito. Le tiers payant pour tous, point d'interrogation, dit-il. Mais on entend dire que parfois certaines personnes n'ont pas les moyens d'avancer une consultation, mais qui sont-ils? Et il me dit, entre 13 et 14 millions de personnes bénéficient de soins totalement gratuits, entre AME, aide médicale d'État, CMU, couverture médicale universelle, CMUC, avec la complémentaire, ACS, aide complémentaire santé. Dit bon, voilà, le tiers payant, c'est pas une très très bonne idée. Bien, alors, nous sommes avec Frédéric Bizard, économiste de la santé, Gérard Bapt, le parlementaire,
le docteur Luc Ducanel qui est là, à qui je vais donner la parole dans un petit instant. Mais d'abord, pardon, docteur, priorité à Marina qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Elle a 50 ans, elle est infirmière libérale. Bon, vous soutenez le mouvement, même si, comme moi, là, on partage vraiment le point de vue. Hein, vous n'aimez pas beaucoup la grève. Non, moi j'aime pas trop la grève, mais bon, à un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Je les comprends, mais alors à 1000%. Nous, on y est dans le tiers payant intégral, on sait la surconsommation. Oui, non, le surcoût en temps que ça va prendre de gérer tout ça, c'est de la folie, c'est de la paperasse. Enfin, surtout eux qui font des consultations, enfin, qui en font beaucoup par jour, hein, je veux dire, c'est le surcoût administratif qui est inimaginable, sans compter après le surcoût financier pour la sécurité sociale, c'est évident. C'est évident quand on ouvre les vannes comme ça, alors on nous a bassiné pendant je sais pas combien de temps avec le coût sur l'intérêt de payer quelque chose pour donner du prix, etc. De la valeur, c'est le mot. On brade, open bar, on va chez le docteur, on donne la carte vitale, on s'en va, tout est gratuit, et puis quoi encore, quoi. Je pense effectivement que c'est pas une très bonne idée. Restez avec nous, Marina. Vous allez pouvoir dialoguer avec le docteur Luc Ducanel. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Vous êtes médecin généraliste en Mayenne et vous êtes le président de l'Union nationale des omnipraticiens français, Confédération des syndicats médicaux français. Tout à fait. Est-ce que vous n'en rajoutez quand même pas un peu sur la gestion, vous savez, le back-office là, de ce tiers payant? Je vous ai entendu dire que ça allait représenter une vingtaine d'heures de travail par semaine ou par mois d'ailleurs. C'est pas beaucoup ça? Bah écoutez, c'est très intéressant puisqu'on a une étude qui est sortie la semaine dernière, qui est sortie d'ailleurs dans la presse. C'est une étude de plus de 4 ans sur un cabinet de 5 médecins généralistes, donc qui pratiquent un taux de tiers payant important, 72%, parce qu'ils sont dans un bassin de vie avec beaucoup de précarité. Eh bien, c'est 20 heures de secrétariat, ça fait l'occasion d'une thèse médicale d'ailleurs, c'est 20 heures de secrétariat par semaine, avec une personne qui est dédiée justement à gérer tout ce qui est le tiers payant. Donc qui les paye ces heures-là? Bon, c'est bien, déjà ça crée un emploi, mais qui les paye? Là c'est les médecins généralistes qui les payent, mais après ça, il est vrai que c'est ce qu'ils disent, ça remet en cause leur entreprise, leur cabinet médical, parce qu'avec une rémunération, avec une consultation à 23 € qui aujourd'hui est complètement indigne par rapport au travail qui est fait par les médecins, on peut pas. Puis il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, 60% des médecins généralistes n'ont pas de secrétaire physique. Comment on va faire pour gérer ce tiers payant qui, en effet, un coût, c'est évalué dans les centres de santé, c'est à peu près 3 € de l'acte. Oui, vous allez créer des emplois, mais le revenu moyen, alors je regardais les statistiques là, tout à l'heure, c'est bon d'abord, bien sûr, des années d'études, sont des études valorisées, même s'il y en a d'autres. Moi, je ne veux pas entendre l'argument des 8 ans d'études. Vous savez, les gens qui font l'ESSEC, HEC ou Polytechnique, c'est encore plus compliqué. Et ils ne gagnent pas tous des fortunes. Mais vous êtes quand même à 5 500 € en moyenne, ce qui est quand même pas le bout du monde. Ça tord le cou à quelques idées reçues, ça. Alors, d'abord, c'est pas le bout du monde, mais c'est surtout pour 55 heures par semaine, plus les gardes de permanence des soins. C'est-à-dire que si on ramène ça à 35 heures, vous allez voir que, par exemple, c'est une rémunération qui est bien inférieure à celle des médecins hospitaliers. Et je pense qu'il faut... Alors, la problématique aussi du tiers payant, on l'a dit, la justification, c'est de dire, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder aux soins. Oui, il y a des barrières à l'entrée, oui. Il faut qu'en fait, aujourd'hui, ça a été dit par le mail que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a la CMU, la ME, demain la lettre complémentaire santé. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui, en effet, ont des problèmes pour régler leur consultation aussi chez des